Bonsoir. C'est pour moi très difficile de parler ce soir parce que ma pudeur ne devrait pas me le permettre. Et célébrer devant vous, dans cette synagogue, dans cette grande synagogue, qui a compté de nombreuses familles touchées par la Shoah dans le Bas-Rhin, c'est un événement très émouvant pour moi. À titre personnel, et je m'en excuse d'avance, je ne peux pas vous dire le ressenti que provoque en moi ce jour décrété par l'État d'Israël il y a seulement quelques années, puisque le rabbinat français avait décrété que le Yom HaShoah pour la France, au lendemain de la guerre, serait le premier dimanche des Slichot, qui est resté conservé dans notre tradition ici en Alsace, et même ailleurs en France. Mais depuis que l'État d'Israël a rajouté cette journée date de Yom HaShoah pour se souvenir tous ensemble, tout le peuple juif ensemble, de ce qui était arrivé pendant la Deuxième Guerre mondiale à tous les juifs d'Europe et d'Afrique du Nord. On ne sait pas souvent ce qui s'est passé en Afrique du Nord, mais je peux vous dire que même en Afrique du Nord, il y a eu à la fois les lois de Vichy comme en France, mais il y a eu également des camps, en particulier en Tunisie, qui ont décimé de nombreuses familles. Mais pour revenir à la chose qui est trop forte pour que je n'en parle pas, je vous le dirai avec le maximum de pudeur. Il avait un tatouage sur son bras, et je m'adresse à vous les enfants. Il avait un tatouage sur son bras, c'était le 1950A. C'est un monsieur qui a été déporté, il avait à peine 14 ans. Il est sorti des camps, il en avait 19. Il a survécu à de nombreux camps, dont celui d'Auschwitz. Sa femme, elle aussi, a été déportée sensiblement au même âge. Et elle en est sortie après avoir traversé de nombreuses épreuves, à savoir en particulier le camp de Bergen-Belsen. Ces gens-là ont grandi à côté de nous, ont prié dans cette synagogue à côté de nous, et nous ont transmis des choses dont on ne prenait pas la mesure. On ne prenait pas vraiment la mesure parce que pour nous c'était tellement proche, mais en même temps tellement loin, qu'on ne pouvait pas se dire que ça a pu exister. Je me souviens d'un jour où il m'a dit, alors qu'il mettait des chemises manches longues et il faisait une chaleur accablante, je lui avais dit, mais pourquoi vous mettez une chemise manche longue? Il fait chaud, mettez une chemise manche courte. Il m'a dit, non, mon petit-fils m'a dit que sa mère lui avait appris qu'il ne fallait pas s'écrire sur les bras, il ne fallait pas écrire sur sa peau. Alors je lui ai dit, soit, elle a raison, mais si vous, ça vous dérange que votre petit-fils vous dise une chose pareille, peut-être que vous devriez le faire effacer. Il existe la chirurgie esthétique. Et je vous reteniez ça parce que ça a été sa réponse qui a été pour moi foudroyante. Il m'a dit, à ce moment-là, tu n'y penses pas. C'est la seule tombe qui me reste de toute ma famille. Elle est sur mon bras et je la porte avec moi. Et je l'emmènerai avec moi dans ma tombe. Je veux que vous compreniez que pour ces gens-là qui ont vécu cette période horrible, ils avaient sensiblement votre âge, peut-être un petit peu plus âgés que vous. Ces gens-là considéraient et pensaient qu'ils étaient les derniers juifs à devoir
et à avoir souffert comme ils ont souffert. Et que plus jamais, aucun juif ne connaîtrait ce type de martyr. Il se trouve que oui, ça reprend actuellement. Ça reprend actuellement et je peux vous dire que malgré mon émotion, je garde la tête froide, pas pour moi, pas pour vous, mais pour vous les enfants. Parce que c'est vous qui devez vivre heureux sur cette terre, dans ce monde et dans ce pays, aussi longtemps que vous y serez. Et vous devez vivre sans jamais rien tolérer. Vous ne devez rien accepter. Vous ne baisserez jamais la tête. Vous accepterez toujours de garder la tête haute et de vous dire qu'il y a des gens qui ont souffert et qui ont survécu, qui ont fait preuve de résilience, et que vous aussi, vous surmonterez tout ça, et vous arriverez à vivre et à faire vivre après vous, autour de vous, et calmement et sereinement. Voilà, mes chers amis, ce petit message que je voulais vous transmettre ce soir. Je crois que si on assiste actuellement à une espèce de dilution de la mémoire avec la journée européenne de la déportation, le 27 janvier, la journée nationale de la déportation par la France, le 24 avril, le Yom HaShoah, la journée décrétée par le rabbinat français à la veille de Rosh Hashanah, je crois que tout ça, c'est qu'une seule mémoire. Et vous devez le retenir. La mémoire, vous apprendrez avec le temps, en révisant vos cours, qu'il faut avoir de la mémoire, mais il ne faut pas avoir une mémoire courte et une mémoire sélective. Il faut avoir une mémoire forte, une mémoire puissante, une mémoire qui va vous aider à vous construire et qui va nous porter à nous aussi. Et en tout cas, sachez que nous sommes là pour vous et vous pouvez compter sur nous. Et heureusement qu'il y a ici des personnes qui peuvent témoigner de ce que eux et leurs familles ont vécu et que vous devez écouter, que vous devez entendre. Ce ne sont pas des gens qui radotent, ce sont des gens qui ont quelque chose à vous raconter, à quelque chose que vous devez retenir, quelque chose qui vous construira pour votre avenir. Bon recueillement. Merci. On va accueillir tout de suite le Bnei Akiva qui va nous lire des témoignages de personnes touchées pendant la Shoah. Je vais vous lire un extrait du journal d'Etty Hillesum. Etty Hillesum était une jeune femme juive néerlandaise, née le 15 juillet 1914 à Middelburg, aux Pays-Bas. Elle a vécu à Amsterdam pendant l'occupation nazie et a écrit son journal entre 1941 et 1943. Jusqu'à sa déportation et sa mort dans le camp de concentration d'Auschwitz en novembre 1943. Son journal a été publié après la guerre et est devenu un témoignage poignant de la vie sous l'occupation nazie. Je suis fatigué de tout, fatigué de cette guerre interminable, de la peur constante, de la haine qui empoisonne tout autour de nous. Je suis fatigué de devoir cacher mon identité, de vivre dans la crainte constante de découverte. Chaque jour apporte son lot de souffrance et d'horreur. Et je me demande combien de temps nous pouvons encore tenir. Parfois, je me demande si cela vaut même la peine de lutter, si l'humanité est vraiment capable de changer. Dans ces moments-là, je me sens si seul, si désespéré. Mais même au milieu de toute cette noirceur, je m'accroche à un mince fil d'espoir, à la possibilité d'un avenir meilleur. Peut-être que si nous continuons à résister, à témoigner de la vérité, les choses pourront changer un jour. Mais pour l'instant, c'est une lutte quotidienne pour survivre, pour garder notre humanité intacte dans un monde de plus en plus barbare. Voici un extrait tiré du témoignage de Primo Levi, un survivant de l'Holocauste dans son livre « Si c'est un homme ». Dans le camp, chaque jour était une lutte pour la survie. Nous étions réduits à l'état de numéro, privés de notre dignité humaine. La faim, le froid et la maladie étaient nos ennemis constants. Mais même dans les pires conditions, nous avons trouvé les moyens de conserver notre humanité.
Nous avons partagé nos maigres rations avec ceux qui étaient les plus faibles. Et nous nous sommes soutenus mutuellement dans l'adversité. Malgré la cruauté qui nous entourait, nous avons refusé de céder au désespoir. Chaque petit acte de résistance, chaque acte de solidarité était une affirmation de notre humanité. Même lorsque la mort semblait inévitable, nous avons trouvé des raisons de continuer à vivre. Nous avons puisé notre force dans le souvenir de nos proches, dans l'espoir d'un avenir meilleur. Et lorsque la libération est enfin arrivée, nous avons découvert que la véritable lutte commençait. Reconstruire nos vies après l'horreur était un défi immense. Mais nous avons trouvé la force de le relever. Nous avons choisi de témoigner de ce que nous avions vu et vécu, de porter la lumière là où il y avait eu des ténèbres. Notre survie était notre acte de résistance ultime contre les forces du mal. Et même dans les moments les plus sombres, nous avons gardé la foi en la possibilité d'un monde meilleur. Voici un passage tiré du témoignage de Viktor Frankl, un survivant de l'Holocauste et psychiatre autrichien, dans son livre « Découvrir un sens à sa vie ». Dans les pires moments de l'horreur, j'ai découvert que même au milieu des souffrances les plus insupportables, l'homme conserve toujours le pouvoir ultime, celui de choisir sa propre attitude face à son destin. C'est cette liberté intérieure, ce pouvoir de choisir sa réponse aux circonstances de la vie, qui a permis à certains d'entre vous de trouver un sens même dans les situations les plus désespérées des camps de concentration. Je me suis rendu compte que même lorsque tout nous est enlevé, notre liberté intérieure reste intacte. C'est là que réside notre force véritable, notre capacité à surmonter les épreuves les plus épouvantables. Dans les moments les plus sombres de ma vie, j'ai trouvé un sens en aidant mes camarades détenus à trouver un sens à la leur. En partageant nos espoirs et nos peurs, en nous soutenant mutuellement, nous avons trouvé une force inattendue qui nous a permis de survivre. Ainsi, même dans l'enfer de l'Holocauste, j'ai découvert que la vie conserve toujours une valeur inestimable, que chaque instant est précieux et que même dans les ténèbres les plus profondes, il est possible de trouver une lumière d'espoir. Voici l'extrait d'un témoignage poignant écrit par Primo Levi, un juif italien et survivant de l'Holocauste, dans son livre « Si c'est un homme », 1947. Nous sommes des fils de grands-parents qui n'ont pas été persécutés, car nous, avant l'arrivée de l'obsession antisémite, nous étions déjà dans la diaspora, depuis un siècle, depuis un millénaire, dans les ghettos allemands, autrichiens, polonais, russes, depuis toujours. Et nous avons vécu dans l'illusion de nous sentir à la maison, et nous ne nous sentions pas vraiment au-delà de la maison. La patrie étroite, l'environnement étroit, l'atmosphère étroite, l'existence étroite. Ils nous ont transportés là-bas. Ils nous ont confisqué tout, sauf la faculté de penser. Merci au mouvement de jeunesse Julia Akiva et on va tout de suite accueillir notre théologiste du soir, Daniel Elbaz, s'il vous plaît.
s'excuse de ne pas pouvoir être parmi nous ce soir. Alors, bonjour à tous. Merci à vous d'être présents pour l'allumage de ces quelques bougies. On va se présenter tout d'abord. Alors, moi, je m'appelle Yehuda Frankel. Je suis accompagné de Raphaël Pérez, Zachary Baer, Arié Kahen, Noah Lévy et Armand Sedila. En ce jour si spécial de Yom HaShoah, nous avons décidé de vous présenter 3 personnes ayant résisté à l'occupation allemande et au régime de Vichy. Nous avons choisi de vous énoncer la vie de 3 héros qui ont eu et qui auront pour toujours un lien indéniable avec notre ville et notre groupe local. Il s'agit de Léo Cohn, de Juliette Veil et de Raymond Winter. Léo Cohn est né le 15 octobre 1913 à Lübeck, en Pologne. Il était animateur au centre communautaire de Strasbourg. Dès que la guerre éclate en France, Léo choisit de s'engager de la Légion étrangère et il stationne alors en Algérie. En 1940, il est démobilisé, retourne en France et se met à la disposition des EI. Robert Gamson, fondateur des EI, va lui demander de rejoindre la ferme à Lautrec, à Tarn, chez les EI, où il fait régner un esprit spirituel. Après l'invasion de la zone sud par l'armée allemande, il devient, avec Sadi Klein, autre héros de la résistance, aumônier itinérant. Sa femme et ses 3 enfants partent clandestinement pour la Suisse. En fin 1943, les chefs ZI décident d'éloigner les femmes et les enfants des chantiers ruraux, et Léo organise, avec l'OJC, qui est l'organisation juive du combat, le départ des familles vers l'Espagne et la Palestine. En avril 1944, il participe à l'accompagnement de convois d'enfants pour l'Espagne. Le 14 mai, Robert Gamson donne les dernières instructions à Léo pour le convoi qu'il doit mener en Palestine. Mais à peine arrivé dans la gare de Toulouse, 2 hommes en civil se jettent sur lui en l'insultant violemment. Il est emmené avec Jacques Wattman et une autre personne qui, elle, reviendra de déportation. Il réussit à avaler la liste des enfants qu'il devait encadrer. Incarcéré à Drancy, une responsable fille, Elsa Baron, veut le faire évader, mais il refuse. À Drancy, il retrouve ses réflexes d'éducateur et va s'occuper, jusqu'à leur départ, des enfants sans famille internés à Drancy. Il va y organiser des chorales et des cours. Il part pour le convoi 77, le 31 juillet 1944, avec 300 enfants qui parfois ne connaissaient même pas leur identité réelle. Il meurt à l'hôpital d'Augsbourg le 4 juin 1945, à l'âge de 30 ans, après la libération des camps. La deuxième personne que nous allons vous présenter n'est pas un héros, mais plutôt une héroïne, nommée Juliette Veil. Juliette Veil est née le 23 novembre 1921 à Strasbourg. Juliette devient responsable de la 6e en zone sud, où les EI s'occupent de placer dans des fermes, des internats et d'autres planques des enfants après la fermeture des centres. Elle leur procure tous ces papiers. Elle est arrêtée le 13 février 1943 sous les ordres de Klaus Bardou, chef de la Gestapo de la région lyonnaise, et lors de la rafle de la rue Sainte-Catherine, est transférée à Drancy, puis vers Boulogne-Hollande, où elle décrira dans des lettres l'état épouvantable des conditions de survie. Ramenée à Drancy, elle sera déportée le 23 mars 1943. Avant sa déportation, elle envoie une lettre où elle reprend le champ scout. Nous voilà donc à Drancy au moment du grand départ. Je vous embrasse bien fort, tous. Ce n'est pas un adieu, ce n'est qu'un au revoir. Elle cite le nom des éclaireuses et des éclaireurs qui partent avec elle dans le convoi 53 à destination de Céline. Aucun ne reviendra. Elle est donc décédée à 22 ans. Pour finir, laissez-moi vous présenter Raymond Winter. Raymond est né le 9 février 1923. En septembre 1939, il est évacué de Strasbourg avec sa famille et s'installe dans le sud, à Montpellier, où il va regrouper les EI de la région avec d'autres jeunes juifs. Il anime la jeunesse de Montpellier, tout en organisant des planques. Il dirige le clan EI à Lyon
entre 1941 et 1942. Il visite les camps de Bure et de Rivesaltes avec le rabbin Chili, et ces derniers font parvenir à en faire évader quelques-uns. Quand il n'apporte pas nourriture et réconfort aux internés des camps, des Cures et de Rivesaltes, il tente par tous les moyens de ravitailler les trains de déportés. Il va intégrer la sixième et fabrique de faux papiers. En plus de son engagement dans la sixième, il participe à un réseau de renseignement et d'espionnage de la résistance, réseau Kochi. Après le débarquement, il s'installe à Millau, dans l'Aveyron, et va trouver des plans pour les enfants. Il va organiser un camp sous couvert des éclaireurs unionistes en décembre 1943. Avec l'aide du rabbin Sami Flael et la complicité du sous-préfet, il organisera un autre camp aidé. Pour Pessard, à Vabre, il va convoyer un groupe d'enfants de Chambon-sur-Lignon à la frontière suisse. En mai 1943, il est arrêté à Lyon, mais il réussit à s'échapper. Il continue ses activités de la résistance dans la région de Clermont-Ferrand. Il va être arrêté le 10 juin 1944. Il sera fusillé avec 22 autres militants non-juifs le 14 juin 1944 à 21 ans. Ces trois personnes ont participé à la résistance de différentes manières. Au dépend de leur vie, et c'est pourquoi c'est notre devoir de nous remémorer leur vie, de leur rendre hommage, et plus particulièrement aujourd'hui, en ce jour de Yom HaShoah, journée commémorative de l'Holocauste. Merci à tous de nous avoir écoutés. Je me permets de prendre la parole un très bref instant, tout simplement du fait de l'échange que j'ai eu avant le début de cette cérémonie avec quelques jeunes qui étaient présents quand je répétais juste des petits morceaux. Je vais présenter très brièvement la pièce que j'ai jouer. J'ai été surpris qu'ils ne la connaissent pas, et donc je vais quand même leur dire un petit mot à ces jeunes en particulier. Loin, dans l'infini, s'étendent des grands prés marécageux. Ça rappelle sans doute un texte que vous avez peut-être déjà chanté, c'est le chant des marais, le chant des déportés. Il faut savoir que ce chant est écrit dès 1933 par les premiers déportés qui ne sont pas encore des juifs, c'est les opposants politiques. Mais il va très vite circuler de camp en camp et va devenir le chant de tous les déportés. Et ce qu'on ignore souvent, c'est que l'auteur de ce chant, Wolfgang Langhoff, est de Strasbourg. Voilà, nous allons à présent appeler David Gerst, s'il vous plaît, le Khazan.
Ve'achad emale rachamim.
on va à présent, avant de faire le El Rachamim, allumer des bougies pour les 6 millions de victimes juives de la Shoah. On va demander à M. Carmondet, Mme Lofer, Mme Ross et 2 représentants du BNE et du DCI d'allumer une bougie. Je vais demander au rabbin Coriat de nous rejoindre, s'il vous plaît. Ole Rachamim Shoyechen Bameroim Hametzei Menuchonechon Tachas Kanfei HaShechino במהלס קדושים וטהורים כזוהר הרקיע מאירים אס נשמס אחינו ואחיותינו בני ישראל שנפלו ושנהרגו ושנשרפו חיים במחנות מובס בירקנו מיידנק טרבלינקה Bergen-Belsen, Auschwitz, Struthof ושאר מחנות מוות בעבור שאנו מתפללים בעד הזכרת נשמתם. לכן ברחמים יסתירם בססר כנפיו לעולמו ויצרור בצרור החיים אס נשמתו בגן עדן ומנוחתם וינוחו על משכבם בשלום ונאמר, 'אמן, 'אמן, 'אמן. 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 'אמן, 'אמן, 'aman. 'Amen. 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 'Amen.
Om
צדיקם לדוד, שומרני אל תכוסי סיבך, אומר דלמי אדוני אותו טובתי בעלליכו, לקדושים אשר באורץ המה ועשירי כל חפציבו. ירבו על צבותם אחר מהרו, בלסיר זקן ידם, ובנשוא שמותם על שפתי. אדוני מנת חלקי וחוסי, אתה תומיך גורלי. חברים, נפלי בנעימים, אף נחלה שפכה עליי. אברך אס אדוני אשר ירצני, אף לילות יסרוני כליותיי. שיביסי אדוני לנגדי תמיד, כי ממני בלעמות. לכן שמח ליבי ויגל כבודי, אף בשורי ישכון לבטח. כי לא תעזוב נפשי לשאול, לא תיתן חסי לך לרעוס שוחס. תודיעני אור החיים, סובס מחוס אספונך, נעימוס בימינך נצח. Vu l'affluence dont on est ce soir et je m'en réjouis, on va plutôt faire le témoignage ici, parce que sinon on n'arrivera pas tous à rentrer à la Globe. Alors je vais demander à Madame Lofer de s'installer si elle veut bien, et à Madame Nicole Kahn également. J'ai une pensée pour tous nos otages, et depuis le 7 octobre, on pense beaucoup à eux. Et ensuite, le souvenir de nos déportés. J'ai vécu petite fille, j'avais peut-être 1 an et demi. Mon père, qui était juif allemand, partait donc par le général Leclerc, qui voulait devenir français. Il l'a envoyé en Indochine. Donc je me suis retrouvée seule avec ma mère et mes grands-parents. Donc on nous a dit, je suis née à Soultz-au-Rhin, près de Guebwiller, ma mère à Strasbourg et mon père donc un juif allemand. Et donc il est parti à la Légion et il a été prisonnier des Viettes 7 ans. Il est revenu, j'avais presque 10 ans. Ensuite, on nous a dit de partir de Soultz et il y avait un endroit pour aller se cacher. On est arrivé dans le Jura, à Montry, dans un espèce de château. On était donc mes grands-parents, ma mère et moi. Et quelque temps après, ma grand-mère a voulu faire venir tous ses enfants, aussi bien de Mâcon que de Lons-Saunier. Nous nous en sommes retrouvés tous ensemble dans ce bâtiment qu'on appelait le château de Montry. Et il y avait mon arrière-grand-père. Et quelque temps après, 1 an et demi après, un de mes oncles nous a dit qu'il fallait se sauver, la Gestapo arrivait. À 2-3 heures du matin, il avait loué 2-3 voitures et on s'est sauvés, donc direction la Suisse. Et je pleurais, j'avais 3 ans, je voyais dans la voiture de mes grands-parents, bien entendu. Mais ma mère m'a retenue et nous sommes partis. Il y avait une tante à ma mère, une sœur à ma mère, son bébé et son mari. Donc, on a passé Champagnole, on est arrivé en Suisse et je ne voyais plus mes grands-parents derrière les voitures. Et donc, il y avait de la neige
Ma mère, elle a dit, on attend les autres voitures. On a attendu 7 heures à la douane. Et quelqu'un a dit que ma mère me tenait dans ses bras et j'étais gelée, malade et tout. C'est l'armée du salut qui est venue me chercher. Ils m'ont soignée. Et à un certain moment, vice-versa, on ne sait pas si c'est l'OSE ou l'armée du salut a dit qu'il y avait une enfant juive à l'armée du salut. Et ils sont venus me chercher avec ma mère et ils nous ont emmenés à Fin-Haut, dans le canton de Valais. Et je suis restée 4 ans et demi, mais ils m'ont séparée de ma mère. Et ma mère montait tous les Shabbats pour venir me voir jusqu'à l'âge de 9 ans. On est resté donc à Fin-Haut. Et mon père, qui a été relâché, il nous recherchait par la Croix-Rouge et il nous a retrouvés donc en Suisse. Et il est venu en France. Et les Suisses, bien entendu, nous ont fait sortir. Et nous nous sommes retrouvés avec mon père. Et ma mère, bien sûr, le chagrin et tout, plus de famille, plus rien, plus de sœurs. Et c'était tous les jours comme ça, elle pleurait, c'était plus une vie. Et donc, elle a su un peu plus tard que toute sa famille a été déportée à Auschwitz. Et ils ont été dénoncés, arrêtés à Champagnole, arrêtés par la police française. Et voilà. Donc, c'était une sœur à ma mère, un frère à ma mère, ses parents, et encore un autre frère. Et entre-temps, dans le château, il y avait aussi mon arrière-grand-père, qui est mort juste avant qu'on parte en Suisse. Il a été enterré donc dans le cimetière, derrière l'église, que personne ne doit être enterré à côté de lui jusqu'en 2042. Et voilà mon histoire. On s'est retrouvés après, mon père, on est allé le chercher à Lyon, et on a vécu tant bien que mal pendant quelque temps à Lons-Saunier. Et ensuite, on est resté donc à Lons-Saunier jusqu'à l'âge que je me suis mariée, 18 ans. Voilà mon histoire. Merci beaucoup, Madame Lefebvre. Je vais à présent laisser le micro à Madame Nicole Kahn. Oui, bonsoir à tous. La révélation du 7 octobre m'a laissé profondément, comme à tant de ma génération, m'a laissé profondément sidérée. Soudain, je me suis retrouvée le 3 février 1944, 13 heures environ, dans la cuisine de notre appartement à Marseille. J'avais 10 ans. Coup de sonnette strident, coup sur la porte. C'était la milice. Et je me souviens des hommes qui hurlaient très très fort.
nous a engouffrés dans deux tractions avant. Mon père, le docteur, comme je suis de Strasbourg, peut-être vous connaissiez, mon père, le docteur Paul Veil, ma mère Edith, Francis Veil, mon grand frère, mon autre frère, le docteur Georges Veil, que vous connaissez encore peut-être, et moi-même Nicole, et ma cousine Micheline Erich, qui malencontreusement était venue déjeuner chez nous, donc en février 1944. Nous avons été probablement arrêtés par dénonciation, non pas comme juifs au départ, mais pour faits actifs de résistance de mon père et de mon frère aîné Francis, qui eux étaient très actifs dans le réseau de résistance Gallia à Marseille. Mais comme eux étaient juifs, que nous étions juifs, c'est toute la famille qui a été prise. Les trois hommes, mon père et mes deux frères, ont été amenés, donc on était à Marseille, à la Grande Baumette, sous l'autorité de la mère Marthe. Et nous, les trois femmes, ma mère, ma cousine qui avait une vingtaine d'années et moi-même qui en avait 10, nous avons été mises en cellule aux Petites Baumettes, et les Petites Baumettes étaient sous commandement direct de la Gestapo. Bon, j'avais 10 ans et eux aussi me semblaient terriblement grands, étaient habillés de noir et ils avaient des bottes noires luisantes, des yeux très bleus dont je garde encore aujourd'hui le souvenir. Nous sommes restés en prison jusqu'au 9 mars 1944. Que vous dire? La vie en cellule est difficile, très difficile, car c'était des cellules extrêmement primitives. Bon, je le dis aux jeunes tels qu'on les voit encore dans les films anciens, les vraies cellules. Et les journées à une petite fille paraissaient terriblement longues. Et en plus, il a fait exceptionnellement très froid cet hiver-là. Peu de nourriture, bien sûr, c'était vraiment un paquet de soupe, soi-disant aux légumes, mais où nageaient les épluchures. Mais peu de pain, bien sûr, et surtout ce qui, pour une petite fille, était très impressionnant, une porte toujours verrouillée. Et la cellule me paraissait très haute, et je voyais avec envie, tout en haut, le vasistas, que j'aurais bien aimé regarder par la fenêtre, mais c'était vraiment trop haut. Nous sommes restés là, donc en prison, jusqu'au 9 mars 1944. Je reviens quand même à la vie en cellule, peut-être pour le plus jeune public que nous avons. C'était très difficile et c'était vraiment 1 heure par jour. On avait droit à sortir 1 heure par jour dans une toute petite, ça me semblait une petite cour avec des murs très hauts dans la prison. Et j'attendais toujours, avec beaucoup d'impatience, cette sortie d'1 heure par jour. Et simplement pour vous dire, dans cette heure de plein air, nous étions, je crois, très peu nombreuses. Autant que je me souvienne, il y avait 3 ou 4 familles, uniquement les femmes bien sûr, et parmi elles, il y avait une dame qui me paraissait âgée bien sûr, et sa fille, probablement adulte et peut-être enseignante, qui nous prenait, une autre petite fille et moi-même, nous faisait école. Mais à part cette heure-là, nous étions en cellule. Maman, Micheline Erlich, ma cousine et moi. Micheline a été extraordinaire de patience avec moi, pour qui à 10 ans, les journées étaient, j'insiste là-dessus, les journées étaient si longues. Et je me souviens encore de toutes les chansons
qu'elle m'apprenait et que moi, j'ai pu fredonner bien plus tard, au soir de sa vie, à ma cousine Micheline. Et cela lui amenait encore un sourire aux lèvres. Au Petit Baumette où nous étions, nos cellules étaient complètement, totalement séparées d'un autre quartier réservé aux femmes politiques, qui étaient, elles, prises pour des faits de résistance aux Allemands. On ne les voyait pas, mais deux choses me restent encore totalement gravées dans ma mémoire, et je crois encore entendre le chant puissant et profond d'une personne que je n'ai jamais vue, mais qui chantait avec foi et espoir un chant révolutionnaire espagnol, la Paloma, qui est en fait un chant qu'il m'est arrivé de retrouver sur un site et qui me donne encore toujours ce même frisson. Mais ce qui était aussi peut-être plus difficile, c'était que certains matins, autour de 6 heures, on entendait une fusillade et on savait, parce qu'on ne le voyait pas, mais on savait que c'était l'exécution de jeunes femmes qui à l'époque étaient plutôt communistes et résistantes, parce que ces jeunes femmes, il y en a eu, je pense, pendant que nous étions en cellule, je crois que 6 jeunes femmes ont été exécutées. 8 mars 1944, nous nous sommes retrouvés sur le quai de la gare de Marseille, où ont été regroupés tous ces juifs arrêtés probablement en même temps que nous et destinés au camp de Drancy. Les hommes étaient regroupés avec les menottes. De voir son père et son frère et ses frères avec les menottes, c'est plutôt difficile. Et nous avons tous été quand même tous regroupés dans un même wagon, un wagon normal d'ailleurs, dans l'indifférence totale des gens sur le quai. On était dans un wagon d'un train. Je crois, je ne me souviens pas très bien, qu'on a dû passer au moins une nuit dans ce wagon avant de partir pour le camp. Et je me souviens aussi de bruits de bombes, de bruits épouvantables. Je sais qu'effectivement, la nuit qui a suivi, la gare avait été en partie bombardée. Je me permets de préciser que ce sont les souvenirs tels qu'une petite fille de 10 ans s'en souvient et que je le fais vraiment sans avis ni interprétation. Ce 9 mars 1944, arrivé au camp de Drancy, nous avons été descendus des camions qui nous avaient amenés de la gare à Paris au camp. C'était les internés eux-mêmes qui nous ont aidés à descendre des camions. Et là, c'est vraiment la chance probablement, a fait que celui des internés qui a aidé mon père à descendre était un de ses amis de Strasbourg. Certains d'entre vous l'ont connu, Maître Henri Schmoll. Maître Henri Schmoll qui lui a glissé immédiatement: dites que vous n'avez plus de papier, ni pour vous, ni pour votre famille, et donnez pour votre épouse une fausse identité de chrétienne. Quelques minutes plus tard, il a fallu se faire inscrire sur les registres du camp. Et dans ce petit intervalle qui séparait donc ces deux actions, mes parents ont eu le temps de forger de fausses identités. Et même que je n'avais que 10 ans, j'avais très bien compris. Et voilà. Et mes parents, donc nous avons essayé mes parents ont donné des fausses identités pour ma maman, parce que quelquefois les Allemands étaient très stricts. Mon père à ce moment-là aurait été
époux d'une Arienne, mais nous, les enfants, on n'aurait été plus que demi-juifs. Bon. Et c'était un moyen, peut-être, d'arriver à ne pas partir tout de suite en déportation. Mais c'est ensuite, et si je peux revenir dessus éventuellement, c'est ensuite que, grâce au courage de mes parents, mais surtout au courage absolument extraordinaire de ma mère, que cette version a pu être maintenue et que d'identité déportable, nous avions lié déportable mais à vérifier. Et nous avons pu être repoussés après interrogatoire, et je ne peux pas revenir là-dessus, après interrogatoire d'une déportation à l'autre. J'ai connu à Drancy un camp relativement bien organisé. Surtout au début. Alors moi j'allais à l'école. L'école était dirigée par M. Loeb, qui était le frère du directeur de l'ordre, M. Loeb, que beaucoup d'entre vous ont connu. Et même les enfants, qui ne restaient que quelques jours avant leur déportation, y allaient. Les professeurs étaient recrutés au fur et à mesure de ceux qui ne partaient pas en déportation. Par exemple, mon frère aîné, qui au lycée était en maths sup, donc était devenu professeur de mathématiques. Je me souviens aussi d'un autre jeune de 20 ans, qui était un de ses amis, dont la tête avait déjà été rasée parce qu'il devait partir le lendemain en déportation, qui avait, je ne sais pour quelle raison, sorti du convoi, et qui immédiatement était revenu nous faire les cours. Il est resté 2 ou 3 jours, car il est parti ensuite pour Auschwitz, probablement jamais rentré. Nous ne sont non plus jamais rentrés, ni mes 3 cousins, ni aucun de mes 3 cousins, 17, 19, 20 ans. Je ne parle pas du reste de la famille. Le camp était en apparence très bien organisé. Il y avait une école, il y avait un vestiaire. Bon, moi j'avais rien à mettre, hein, j'avais toujours la même petite jupe que quand on a été arrêté. Et je me souviens, on m'avait donné une robe à manches longues, à manches longues, et puis j'avais je me souviens très bien, une robe qui grattait de tous les côtés. Et on m'avait donné des chaussures, parce que je n'avais pas de chaussures, c'était des à semelle de bois, c'était des chaussures hautes, enfin je ne sais plus comment on les appelait, vraiment des galoches à semelle de bois. Mais enfin, ça allait quand même. Hein. Il y avait des soi-disant des séances de théâtre, le ravitaillement était relativement bien organisé, etc. Mais, et là je pense que vous ne m'en voudrez pas, je ne veux pas évoquer dans mes souvenirs ce que j'ai vu vraiment, telles que les tortures infligées à certains prisonniers, à certains détenus, que l'on mettait au milieu de la cour pour que tout le monde puisse voir, et à qui ce que moi j'ai vu, on a tiré une balle dans les jambes pour bien les faire souffrir, et qu'on a ensuite laissé décrépir, mourir dans une petite cellule du camp. Il y a eu beaucoup de choses dans ce genre-là. J'ai vu une femme qui se, par hasard, une femme qui se jetait, je crois, du 3e étage d'une chambrée, et des hommes en pleine crise de convulsion. Je ne veux plus non plus me souvenir de l'interrogatoire auquel mes parents, nous étions en famille, confrontés devant Brunner, qui était le chef du camp, et son second, que nous appelions le boucher, parce qu'il tapait très fort, et auquel ma mère osait répliquer avec sang-froid et en allemand, elle osait répliquer en allemand, et maman a résisté à 9 interrogatoires. Mais je n'ai jamais aussi, et ça je parle maintenant des années après-guerre, je n'ai jamais osé demander à ma mère ce qui lui était arrivé
quand les Allemands l'avaient expédié à Paris, au commissariat aux questions juives à Paris, pour l'examiner et voir si elle était arienne ou si elle cachait sa judéité. Ce dont je me souviens, c'est que quand elle est partie pour cet interrogatoire, si j'ose dire, elle qui était brune, elle avait 40 ans à l'époque, elle avait des cheveux bruns, elle avait un type tout à fait reconnaissable, et je sais que des internés lui ont procuré de l'eau oxygénée. Ils lui ont mis sur la tête, on lui a rincé les cheveux avec de l'eau oxygénée pour qu'elle ait l'air un petit peu moins juive. Malheureusement, à chaque arrivée de camion dans le camp, il y avait des amis ou de la famille. Après le 9 mars, donc notre arrivée, quelques jours après notre arrivée, les papiers ne leur étaient plus confiés. Donc les gens n'avaient plus de possibilité d'échanger même fictivement leur identité. C'est ainsi que nous avons retrouvé au camp, raflé à Lyon, ma chère grand-mère, un oncle, une tante, des cousins et une cousine. Je n'avais pas le droit de dire qu'on était en famille. Je suis allée voir ma grand-mère dans la chambrée, puisque nous étions dans d'énormes chambrées, et je me suis assise auprès de ma grand-mère, et on m'avait dit surtout de ne pas dire que c'était ma grand-mère, c'était ma marraine, soi-disant. Et je pense que de toute la famille, j'ai peut-être été la dernière qui a vu partir. Ma grand-mère avait 76 ans. Personne, bien sûr, n'est revenu. Les derniers mois avant la libération, eux, ont été terribles. Les gens arrivaient un soir et partaient dans ces wagons à bestiaux plombés quelques heures après leur arrivée. Les Allemands déportaient tout ce qui arrivait. Et je me souviens si bien de ces files d'enfants arrêtés, convoyés, avec des petits, des bébés, des petits, qui marchaient à peine, qui arrivaient et qui arrêtés sans leurs parents, et qui étaient immédiatement parqués dans certains blocs pour ne jamais revenir. Notre chance, et j'ose parler de chance, a effectivement été d'arriver avant ce 10 avril 1944. Mais aussi, je parlais du courage de ma mère et de qui, avec nous tous, comparaissait toujours devant, avons comparé 9 fois devant Brunner et compagnie. Mais nous avons eu une autre chance, c'est aussi d'être en lien avec les organisations de résistance actives. La résistance existait dans le camp. Et la résistance était en lien avec d'autres organisations de résistance à Paris. Je ne sais plus comment les nouvelles passaient, mais je crois savoir, et j'en ai parlé à un historien, je crois savoir que ça passait par le conducteur du camion qui amenait soi-disant le pain le matin dans le camp. Ces liens ont toujours perduré, donc avec la résistance. Et à la libération du camp, nous nous sommes retrouvés à Paris, miraculeusement ensemble, c'est-à-dire mon père, ma mère, mes 2 frères et moi. Mais aussitôt sorti du camp de Drancy, Francis, mon grand frère, qui avait 20 ans, qui était fort de son expérience dans le réseau Gallia à Marseille, où il avait acquis le grade de sous-lieutenant, a rejoint la colonne Fabienne, a participé à la libération de Paris et a ensuite intégré ce qu'on appelle le groupe technique Lorraine. Son idéal était de servir suivant par là la tradition familiale, l'amour de la France,
tradition dont nous avions hérité dans notre éducation, d'une famille, d'un père et d'une famille profondément patriotes, qui, elle, était attachée aux valeurs d'une France qui avait émancipé les Juifs en 1791 et pour les faire accéder à la nationalité française. Cette famille était si profondément française que je peux dire que quand nous étions à Marseille dans les années 1942-43, nous aurions eu l'occasion de partir aux États-Unis, une partie et soit de partir aux États-Unis, soit éventuellement d'aller en Suisse. Mon père avait une sœur en Suisse qui nous avait envoyé à notre domicile un passeur qui aurait pu nous emmener. Mon père n'a jamais voulu que nous partions. Lui, officier de réserve français, croyait en la France et à l'époque, nous croyions tous encore en la France. Ce qui explique qu'à peine sorti de Drancy, Francis, mon frère aîné, est allé s'engager. Mon père voulait d'ailleurs s'engager et là, ma mère a vraiment insisté pour qu'il reste quand même avec nous pour que nous ne soyons pas seuls. Notre frère Francis, le sous-lieutenant Francis Veil, à la tête d'une patrouille incorporée donc à l'armée de Patton, est mort pour la France le 26 septembre 1944 à Gravelotte, en Lorraine, pour la libération de Metz. Les joies et les grandes douleurs d'il y a 80 ans perdurent, comme je crains que perdureront celles du 7 octobre et de ses conséquences. Personnellement, j'ai eu la chance d'avoir grandi dans une famille unie, d'avoir ensuite fondé avec mon mari un foyer harmonieux et bénéficiant grâce à lui d'expériences très enrichissantes et heureuses. Nos enfants, nos petits-enfants suivent cette même voie. Et je voulais simplement dire à Maurice Dahan et à vous tous que je me sens tellement bien dans cette belle communauté de Strasbourg. Merci. Alors, je m'excuse, j'ai fait l'introduction, je n'ai pas tout raconté. Et donc, quand nous étions à Montry, on ne mangeait pas tous les jours à notre faim. Mes oncles allaient la nuit dans les fermes nettoyer les écuries et ramener un peu de lait et de beurre. Ensuite, il y a eu le départ de Montry, il fallait partir avec les 3 voitures. La première voiture, il y avait ma mère, ma tante, son bébé, mon oncle et moi. Et nous sommes arrivés en Suisse. Et les autres voitures ne sont jamais arrivées, elles sont arrêtées par la police française à Champagnole. Et arrivées en Suisse, comme je vous ai dit tout à l'heure, qu'on a attendu 7 heures dans la neige, ma mère et moi, pour que les autres voitures arrivent, qui ne sont jamais arrivées. Donc, ensuite, l'armée du salut est venue me chercher pour me soigner. Ils m'ont emmené ensuite à Lausée et je suis restée 4 ans et demi à Lausée. Ils nous ont séparés de nos mères. Ma mère, ils l'ont emmenée à Lausanne,
travaillé dans un hôtel comme lingère. Et bien sûr, petite fille, on pleurait toutes les nuits, les enfants, dans ce home de Lausée. Et je suis restée 4 ans et demi. Et ma mère montait tous les Shabbats avec le petit train pour venir me voir. Et ensuite, mon père nous recherchait par la Croix-Rouge. Il nous a retrouvés. Et tant bien que mal, on est arrivé donc à Lons-le-Saunier. Et on a attendu mon père, qui est arrivé au bout de 7 ans qu'il a été prisonnier des Viettes. Et la vie s'est refaite tout doucement, jusque... et durement aussi, parce que mon père est revenu malade, paludisme, etc. Il a fallu le soigner. Et moi, j'ai quitté donc Lausée et arrivé au mois de janvier, toujours dans la neige, dans une école laïque. On m'a déjà traité de juive. Qu'est-ce que tu fais là? Au mois de janvier. Et je pleurais. Et je voulais plus retourner. Mon oncle est venu me chercher et m'emmener dans une autre école. Et ça s'est passé tant bien que mal. Voilà. Et on a vécu comme ça, Lons-le-Saunier, jusque je me marie à l'âge de 18 ans. Voilà.